Bon, cette semaine, l'événement international essentiel, c'est la crise au Venezuela. Comme vous le savez, sous la pression des États-Unis d'Amérique, qui ont organisé un embargo et une déstabilisation, on peut dire maintenant permanente depuis 20 ans, du Venezuela, le président de l'Assemblée nationale, qui est une assemblée à majorité de l'opposition, qui est quand même un peu curieux, il paraît que c'est une dictature, mais l'Assemblée nationale a une majorité de l'opposition, s'est autoproclamé président, immédiatement appuyé par les États-Unis d'Amérique et tous ses succursales en Europe, dont le président français Emmanuel Macron, qui a reconnu le putschiste. Donc toute cette semaine, tout le monde était très inquiet parce qu'on craignait une intervention armée des États-Unis d'Amérique. Elle peut encore avoir lieu. Et des réunions sont en cours pour essayer de sortir par le haut de cette situation. Mais nous ne nous cachons pas que c'est devenu très difficile parce que, si vous voulez, il présente à M. Maduro, Nicolás Maduro, le président élu et reconnu par l'ONU et par toutes sortes d'institutions internationales, des revendications sans fin. C'est-à-dire que les États-Unis font un embargo, sabotent l'économie, des gens s'en vont, comme de tous les pays d'Amérique latine, on dit, nous vous donnons 8 jours pour organiser de nouvelles élections législatives. Alors il dit, voyons les élections législatives. Non, pas législatives, présidentielles. Bon, bref, on voit que ceux qui ont agressé Venezuela n'ont pas l'intention de trouver une sortie pacifique. Alors, je dois vous dire que j'ai été assez surpris d'entendre le président de la République, Emmanuel Macron, me dire que lui mettait une ligne rouge, on ne déstabilise pas, mais je ne comprends pas comment il peut dire qu'il ne déstabilise pas. Il a reconnu le putschiste. Bon, imaginez-vous que M. Drouet, ou moi-même, ou je ne sais qui encore, se déclare président de la République après une manifestation où tout le monde dirait « mais vous êtes devenu fou, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» C'est pourtant très exactement ce qu'ils sont en train de faire au Venezuela. Donc on est très inquiet, parce qu'on sait que s'il y a une intervention, et si le gouvernement légitime, légal, de M. Maduro est renversé de cette façon, les États-Unis d'Amérique vont passer au suivant, parce que c'est ce qu'ils font. Ils ont fait le coup au Brésil, où ils ont fait éliminer le candidat de gauche, Lula, en le faisant emprisonner, grâce à quoi ils ont pu faire passer un type d'extrême droite comme président de la République, qui lui-même s'est dépêché de nommer comme ministre de la Justice la personne qui avait condamné Lula. Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi tout ça, mais il faut que vous voyez qu'en Amérique latine, il y a une offensive violente, politico-judiciaire, par les États-Unis d'Amérique et ses alliés. Donc vous serez que moyennement surpris d'apprendre que je vous dise que quelque chose se passe en France que je crois profondément malsain, qui est, jusqu'à présent, j'ai essayé de peser mes mots, je fais attention, parce que vous savez comment ils me prennent sur un mot. Nous avons parlé de dérive autoritaire, mais clairement, un régime autoritaire est en train de se mettre en place, dont les caractéristiques sont celles de tous les régimes autoritaires du monde. Un président de la République omniprésent à la télévision, qui parle pendant des heures, quand il rencontre les gens sous prétexte de grands débats, tous les 4 jours. Vous vous tapez 6 heures ou 7 heures d'émissions sur les chaînes en continu, où on parle de rien d'autre, à ce moment-là, que de l'intervention du chef de l'État. Deuxièmement, une répression des manifestations dans le pays d'une brutalité et d'une violence sans précédent depuis au moins 70 ans. Nous en sommes à 1800 blessés côté manifestants, 1000 policiers blessés, 12 morts parmi les manifestants, 18 éborgnés, 5 mains arrachées, enfin le bilan est terrible, et de violence. Donc vous voyez, d'un côté une omniprésence et une saturation médiatique, le président qui parle tout le temps, le parti présidentiel et ses alliés qui occupent 40% du temps de télévision, c'est quand même énorme. Il faut vous dire que pendant ce temps-là, nous c'est 7%, eux 40%, nous 7%. Donc la saturation médiatique, l'utilisation d'un appareil de répression ultra-violent contre les manifestants, et troisième élément, l'instrumentalisation de la justice. Nous en sommes aujourd'hui en 2 mois à 1000 condamnations en justice de manifestants. Et honnêtement, quand vous regardez le pédigré des personnes condamnées, c'est ceux qui couraient le moins vite, ou qui étaient là en pensant, puisque je suis là, je fais rien, je suis juste spectateur. Alors le gars ou la fille, si c'est pas pris déjà une balle en caoutchouc qui les borne, il se fait ramasser et jugé séance tenante, on appelle ça en comparution immédiate. On dit aux gens, vous n'avez pas demandé un avocat, ça va vous ralentir et vous avez envie de rentrer chez vous. Et en effet, ils ramassent tout le monde, et on en met en prison dans des conditions qui sont absolument incroyables. Je pense à un pauvre monsieur, un jeune homme, là-bas vers Montpellier, qui est tétraplégique, je crois, ils l'ont foutu en cabane. Bon, monsieur Corbière va parler de cette affaire très bientôt. Donc vous voyez, vous avez tous les outils d'un régime autoritaire qui se mettent en place. Une justice, une police
d'un système médiatique et institutionnel qui pilotent dans le même sens. Et c'est dans ce contexte que ont eu lieu une série de perquisitions cette semaine absolument incroyables. La première au siège de Mediapart, mais c'est fait dans des conditions qui montrent que l'objet n'est pas ce qu'il est annoncé. C'est-à-dire si vous envoyez 2 juges, là ils ont eu droit à 2 juges et 3 policiers, je crois, on était 5. 2 juges et 3 policiers perquisitionnés au siège d'un journal, alors que vous n'avez pas un mandat pour les obliger à donner ce que vous venez chercher, vous savez aussi bien que moi que des dirigeants aguerris de ce média vont pas se laisser faire, ils vont dire non, on vous permet pas de perquisitionner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est tellement stupide qu'on se dit pourquoi ont-ils fait ça? Ils ont fait ça pour faire peur. À qui? À ceux qui vendent ou donnent des informations aux médias concernant des procédures qui sont embarrassantes pour le pouvoir. En l'occurrence, il s'agit maintenant de l'affaire Benalla. Et cette affaire Benalla a rebondi pendant la semaine, et après, ça a été notre tour. Et toujours de la même façon que la dernière fois. C'est-à-dire, vous voyez intervenir certains réseaux sur lesquels nous mettrons la lumière d'ici peu, on est en train d'y travailler, qui sont organisés autour de la garde des Sceaux et de cette équipe d'anciens socialistes, qui sont là, Madame Belloubet, qui avait quand même réussi, tous ces réseaux avaient déjà réussi à expulser le garde des Sceaux précédent, tout le monde a oublié, mais c'est M. Bayrou. Et M. Bayrou, ils l'ont éliminé de là comment? En organisant contre lui des perquisitions, à l'époque, à propos justement de la question des assistants parlementaires européens. La même affaire que celle qui est déclenchée contre moi par une personne qui a dénoncé tout le monde, une femme d'extrême droite. Donc c'est sur la base d'une dénonciation que tout ça a lieu. Ils ont éliminé comme ça le garde des Sceaux, qui a été remplacé par quelqu'un qui apparemment convient beaucoup mieux à toute cette engeance, et à un réseau qui s'est mis en place, et qui dorénavant utilise la justice dans des conditions que vous voyez. C'est-à-dire que là, pendant qu'on parle de la perquisition chez Manuel Bompard, on parle pas du fait que la chef de service, on parle moins disons, la chef de service de sécurité de Matignon, son compagnon trafique avec Benalla, des contrats avec les Russes, enfin la République bananière. Et nous, en quelque sorte, on sert de chair à canon. Et ils ont créé un feuilleton judiciaire avec nous. C'est-à-dire une première fois une perquisition de tout le monde, puis une deuxième fois une perquisition de Bompard. Mais Bompard, c'est pas votre copain, les gars. La police, la justice, là, c'est le numéro 2 de la liste des élections européennes. On est une démocratie encore ici, on n'arrête pas les gens comme ça, en pleine campagne électorale. Ça peut pas attendre toutes ces histoires. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Monsieur Bayrou, ça fait 16 mois qu'il a vu personne. Mais nous aussi. Et le gars qui vient et qui dirige la perquisition à 7h du matin pour bien faire peur, pour mettre la pression sur tous nos amis, au passage, il fait des commentaires en disant « Ouais, ici c'est mieux qu'au Venezuela ». Et des remarques politiques de cette nature qui sont tout à fait inacceptables, mais qui sont une signature. C'est pour dire, au fond, c'est très bien qu'on va rien trouver ici. Ce gars-là, il a déjà auditionné pendant 14 heures Manuel Bompard à la précédente perquisition, donc il sait très bien qui est Bompard et il connaît en gros l'affaire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire ne sert à rien. Puisque si vous nous trouvez assez louches pour nous perquisitionner, alors qu'on vous a dit qu'on vous donnerait tous les documents que vous pourriez nous demander, d'ailleurs, vous n'avez pas demandé, vous avez pris la dernière fois, donc on n'a rien de plus, les gars. C'est pas la peine de venir vider nos ordinateurs 3-4 fois, vous allez retrouver la même chose dedans, Sauf que cette fois-ci, vous pensez que ça va être fait dans les formes et que vos procédures seront pas cassées, C'est ça que vous vous dites, Parce que la dernière fois, c'est pas très légal, tout ce qui a été fait. Bref, vous voyez l'ambiance. Mais ces perquisitions, c'est un feuilleton judiciaire contre nous, qui vont continuer à avoir. Alors tout le long jusqu'à l'élection européenne, vous aurez une perquisition chez celui-ci, une perquisition chez celui-là, évidemment. Tout le monde est traumatisé d'avance et il crée une ambiance de peur en espérant que quelqu'un craque. Mais moi, je vous mets en garde, vous savez pas comment les gens peuvent craquer. C'est pas une bonne idée de faire de la justice dans ces conditions. Venir perquisitionner alors que vous savez très bien qu'il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à trouver, vous ridiculise. Vos façons de faire sont des façons qui montrent que c'est une instrumentalisation politique de la justice. Mais nous allons évidemment nous organiser différemment parce que la fois précédente, on a commis une erreur. On pensait qu'on serait soutenu par plein de monde qui serait indigné. Bon, c'est bon, on a compris. Personne n'est indigné, tout ça est normal. Et beaucoup des organisations traditionnelles de la gauche, la Ligue des droits de l'homme, tout ça, bouche fermée, c'est que sans doute, peut-être qu'eux-mêmes ont peur pour eux, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, nous savons que nous sommes seuls. Donc nous sommes en train de nous organiser parce que nous avons compris que c'était un feuilleton judiciaire qui se mettait en place avec des méthodes dont on va bientôt montrer tout ça. En attendant, il y a évidemment le même scénario à chaque fois. Un gros article, une grosse offensive médiatique. La dernière fois, c'était les milieux socialistes de la raison de la radio d'État France Info qui pilotaient l'opération. Cette fois-ci, c'est le Nouvel Obs.
La prochaine fois, on va voir ce que c'est, ça sera un média comme ça, vous avez une charge médiatique et une perquisition qui tombe à point pour qu'on puisse dire oui, il y a un sujet, la preuve, vous voyez, une perquisition. Donc cette utilisation de la justice dans un contexte électoral va continuer, et donc on va devoir y penser, se préparer, s'organiser en fonction de ça. Bon, ça tranche aussi un débat entre nous, hein, parce que on est des gens normaux, on n'est pas des bandits, on n'a pas l'habitude. Donc il y avait une discussion, certains disaient bon, quand même, faut faire attention, c'est la justice, blablabla. Et puis les autres disaient tout ça, ça n'a plus rien à voir avec la justice, ça n'a plus rien à voir avec la police, c'est juste un coup monté politique qui est instrumentalisé par une personne politique, hein, qui est là au sommet de tout ça et qui organise les choses. Maintenant le débat est tranché, clairement c'est une offensive politique contre nous et on va se défendre politiquement. Alors, on va pas vous dire tout de suite ce qu'on est en train de faire, mais vous autres, les insoumis, manifestez-vous, hein, parce que le fond de l'affaire, c'est ça. De quoi ils ont peur? D'abord de la décomposition par le sommet du régime, hein, et puis des chocs que les Gilets jaunes y apportent, parce que le mouvement Gilets jaunes, il continue. Et je dis pour les policiers, les juges, tout ça, nous soutenons les Gilets jaunes. Vous les combattez, vous les brutalisez, vous les éborgnez, vous les embastillez, vous les condamnez, nous on les soutient. Donc on voit bien qu'il y a deux camps, hein, et c'est à l'intérieur d'une bataille politique que sont pris tous les gens honnêtes, qui aimeraient que la police s'occupe de police, que la répression de la fraude s'occupe de réprimer la fraude et de ramener quelque chose des 85 milliards qui s'évadent de ce pays, plutôt que d'aller courir chez Bompard pour aller saisir dans son ordinateur 2 documents secrets de première importance, mon affiche de campagne électorale et ma profession de foi, parce que c'est ça qu'ils ont ramené de la perquisition chez Bompard. Avec en plus toutes les familiarités que je vous ai racontées. Voilà, plein de gens aimeraient que ça marche autrement, dont moi. Hein. Faut pas croire. Ils ont mis là la une de l'Obs, le révolutionnaire imaginaire. Mais je suis en effet un révolutionnaire partisan de la révolution citoyenne, mais je suis pas partisan du chaos. Je suis pas partisan de la police politique, je suis pas partisan d'une justice instrumentalisée. Je continue à croire aux institutions républicaines, je crois que ça a du sens, et que notre intérêt, c'est qu'on y revienne le plus vite possible. Mais il est vraisemblable que pour y revenir, il faudra d'abord se débarrasser de ce régime et des aventuriers qui, comme garde des Sceaux, comme ministre de l'Intérieur et ainsi de suite, sont aujourd'hui à la tête de l'État et ont transformé les institutions, quelques-uns des piliers du fonctionnement de la République, en des espèces d'instruments privés au service de la Macronie.